J'ai monté un business à 14 ans, j'ai fini au commissariat de police. Mon bouquin a fait son effet, m'a permis d'être invité un peu partout, m'a permis de faire beaucoup de conférences et finalement de développer ce fameux personal branding dont on veut tous. Alors que quand je parlais plutôt de conversion, en fait là je parlais à leur portefeuille. Salut Sébastien. Salut Pierre Baptiste. Je suis super content de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on discute ensemble sur LinkedIn, que je regarde un peu, que je suis tous les contenus que tu as fait. Et je me dis, il faut que je trouve quelqu'un qui va nous parler de CRO. C'est un sujet majeur sur le e-commerce pour 2023, 2024 et toutes les prochaines années. Et même avant. Ouais, c'était important avant, mais je crois qu'il y a vachement de gens qui ne considéraient pas ça comme quelque chose d'important. Et aujourd'hui, ça revient au cœur en fait des stratégies des e-com. Et donc, CRO pour conversion. C'est ça. Pour l'optimisation de la conversion. Pour l'optimisation de la conversion. Ne perdons pas les gens qui arrivent tout de suite et qui disent c'est quoi ça, j'ai rien compris, je m'en vais. J'ai rien compris. L'idée là, ça va être effectivement de pouvoir partager ensemble sur l'optimisation de conversion d'un site e-commerce. Toi, tu as un gros angle branding. Donc, on va pouvoir parler de ces deux sujets et de connecter ces deux sujets ensemble. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce serait vraiment cool que tu puisses te présenter. Puis dire un peu qui tu es, tu as ton parcours, comprendre un peu d'où tu viens et comment tu es arrivé un peu au CRO, quoi. Moi, je suis Sébastien Tortu, je suis un méga passionné par le marketing, par le business depuis toujours. Je disais il y a quelques jours à ma femme que j'étais abonné à Capital et Management pour mes 10 ans. C'était mes cadeaux de mes 10 ans. C'est beau cadeau. Ouais, j'avais le 11 mondial magazine de foot et Capital et Management. Et je suis vraiment passionné par ça. Je viens d'un milieu où l'entrepreneuriat, c'est clairement pas au cœur des sujets, que mon père détestait les patrons, pensait que tous les patrons étaient des voleurs, etc. Et malgré tout, je me suis dit, attends Sébastien, toi si tu veux sortir de cette condition et faire autre chose, il va peut-être falloir que tu te prennes en main. Et je voyais l'entrepreneuriat, vu que j'étais pas un grand sportif ni un bon chanteur, je me suis dit, peut-être que l'entrepreneuriat sera un peu plus facile pour moi. Et donc, ça a très vite été au cœur de mes sujets. J'ai monté un business à 14 ans, j'ai fini au commissariat de police. Est-ce qu'on peut revenir vite fait sur cette histoire? Comment tu as fini au commissariat de police à 14 ans? Parce qu'en fait, j'avais eu l'idée maligne de vendre de la contrefaçon. Que je trouvais en Chine, dropshipping à l'ancienne, tu vois, et du coup j'étais la star de mon lycée, quoi. Mais à un moment, la police, quand ils ont vu les Western Union vers la Chine, faut se remettre en question. Enfin, c'est il y a 18 ans. Tu vois, donc les Western Union vers la Chine, on s'en méfie, tu vois. Et moi, je me méfiais pas que des gens nous regardaient. Donc bref, donc voilà, méga passionné par tout ça. Et je vais aller assez vite, mais sorti de mes études d'école de commerce, je lance une agence spécialisée dans le sport. Je deviens agent de golfeur. Et en fait, en France, être agent de golfeur, c'est un peu compliqué en termes de business. Et en fait, je développe vachement toute la partie sponsoring avec eux et création de contenu. À l'époque où je me dis, en fait, tout de suite, je me dis, il y a une dizaine d'années maintenant, je me dis, si je veux que mes joueurs valent cher, il faut absolument qu'ils soient vus au max. Et donc, je commence à développer des vraies stratégies de contenu avec des marques. Et donc là, ça me fait rentrer dans un univers encore différent, tu vois, et où j'avais réussi à avoir Puma, JBL, etc. Et donc, tu vois, tu te retrouves avec des directeurs market, et là, tu parles, et je me suis dit, putain, mais c'est ce métier que je veux faire, quoi, tu vois, genre, c'est sûr, j'ai plus aucun doute. Il s'avère que l'agence a fermé pour diverses raisons, et du coup, je me suis lancé derrière en free, justement, autour de questions au départ, tu vois, très ads, hein, parce que ça reste quand même une porte d'entrée assez facile, surtout à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de gens. Et puis, au fur et à mesure, vers des sujets de plutôt branding, de marketing, parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Et en 2018, je décide d'écrire un bouquin sur les DNVB qui sortira du coup en 2019, et là ça a changé ma vie, quoi, parce que j'ai écrit en 2019 sur un sujet qui était pas encore super trendy et qui l'est devenu après. Donc mon bouquin a fait son effet, m'a permis d'être invité un peu partout, m'a permis de faire beaucoup de conférences et finalement de développer ce fameux personal branding dont on veut tous, et du coup de rentrer chez plein d'e-commerçants, chez plein de marques, parce que il y avait pas que des e-commerçants, beaucoup de marques qui voulaient s'inspirer des DNVB, et donc ça a été vraiment un gros sujet pour moi. Et j'essaye d'aller vite pour répondre à ta question, mais une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à accompagner pas mal de boîtes sur des sujets de branding, et vu que j'arrivais à créer une bonne relation de confiance, de travail avec les clients que j'avais, souvent en fait
on redescendait un peu cette échelle en se disant bah ok, on a fait le branding, maintenant comment ce branding on le traduit en ads, et puis une fois qu'on a fait ces ads, comment on traduit le site avec le branding, et puis bah du coup comment on fait des ventes quoi. Et en fait je me disais bon, enfin je faisais un peu ce parcours à chaque fois et qui fonctionnait bien. Et en fait quand j'ai commencé à me dire mais attends, vendre du branding c'est jamais très simple, parce qu'en fait tu parles à l'ego du fondateur en lui disant que sa marque elle pue, il a rarement envie d'entendre ça, tu vois. Et même si tu lui dis avec tu vois, avec les bons mots, ça le fait chier, parce qu'en fait souvent c'est des gros chantiers aussi de remise en question, remise en question de marque, enfin remise en question du fondateur, remise en question de marque, et puis tu vois ça se fait pas du jour au lendemain quoi, c'est pas changer un CTA sur ton site. Et du coup je sentais que c'était compliqué et que j'atteignais une sorte de plafond de verre. Alors que quand je parlais plutôt de conversion, bah en fait là je parlais à leur portefeuille, et donc je parlais au départ je parlais de l'ego, là je parlais au portefeuille. Bizarrement les gens m'écoutaient vachement plus, et là je me suis dit mais attends, en fait tu peux pas convertir sans marque, tu peux pas convertir sans une proposition de valeur hyper claire. Donc du coup bah change ton spectre, rentre par la conversion. Une fois que tu es rentré par la conversion, dis-leur que leur marque elle pue, et là ils t'écoutent, parce qu'en fait ils voient l'aspect financier tout de suite et résultat. Et donc voilà, quand je suis arrivé là, c'était un peu long. C'était long. En fait, surtout, ce qui est marrant, c'est que le parcours est un peu, tu vois, chaotique, il est pas linéaire. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu peux partager sur ça, c'est que, tu vois, une vision un peu plus méta, ça te montre qu'un gars, où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui, après toute l'expérience et tout, en fait, il a été agent de golfeur, puis avant, il a vendu des contrefaçons, puis après, j'ai fait plein d'autres trucs. Hein. Tu vois, et après, il a fait plein d'autres trucs. Et en plus, il s'est dit, je vais écrire un bouquin, et aujourd'hui, il fait du CRO. Et tu sais, on a tendance à avoir, je trouve, parfois le succès final d'un entrepreneur ou d'une star ou de peu importe, hein, d'un sportif. En fait, on a tendance à oublier tout le parcours qu'il y a derrière et toutes les étapes par lesquelles il est passé. Et je trouve ça cool. Et je vais essayer dans les prochains podcasts justement de parler un peu plus aussi du parcours de l'entrepreneur ou comment dire, du gars de la fille que j'interviewe, pour pouvoir aussi avoir un peu plus de contexte, tu vois, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est important parce que en fait, tu te rends compte aussi que c'est des mentalités, et c'est aussi, je pense, cette mentalité qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est que déjà, j'ai pas peur. Je suis un mec qui adore apprendre, qui travaille énormément, et donc en fait, je suis capable de m'adapter à des univers, à des métiers assez vite. Parce qu'en fait, j'ai pas peur de me dire, je sais pas aujourd'hui, par contre, je saurai demain. Et donc aujourd'hui, tu vois, sur le CRO, je suis méga calé. Bah, il y a quelques années, j'y connaissais pas grand chose, quoi, tu vois. C'était un peu d'intuition, mais c'était pas, tu vois, c'était pas de la réalité terrain, tu vois. Et c'est ça qui change tout, en fait. C'est qu'à un moment, je pense que quand t'as vraiment envie de faire des choses, quand t'as vraiment aussi envie d'être au service de tes clients et de te dire, bah, je veux leur apporter de la valeur, je veux même surapporter de la valeur, parce que moi, j'ai vraiment toujours ce truc-là de me dire ah ok, j'ai vendu 100, mais si je peux lui apporter 105, 110, 115, je le fais. Et bah ça change tout, tu crées des relations longues, tu perds pas tes clients, et du coup tu as les moyens de te remettre en question, tu as les moyens d'apprendre, tu as le temps d'apprendre, et ça te fait avancer. Et donc je pense que c'est sûr que c'est super important. Ouais. Mais ça casse aussi, je trouve, cette image de dire il faut 10 ans d'expérience pour pouvoir tu vois, parler d'un sujet. Et en fait, il y a des mecs qui bossent des sujets en profondeur pendant, je sais pas, 3, 6 mois, 1 an. Et en fait, ils sont plus experts que des gars qui sont là depuis 5-6 ans. Et aujourd'hui, surtout dans un monde où tu vois, nous on le voit un peu sur Google Ads qui évolue extrêmement vite. Pour notre côté, tu vois, Google Ads en 2022, Google a totalement révolutionné la façon dont tu fais de la pub sur Google, tu vois. Et en fait, tu peux plus dire un gars d'il y a 10 ans qui est bon sur Google aujourd'hui, il est bon encore aujourd'hui. En fait, t'en sais rien parce que potentiellement il s'est pas mis à jour. Et il y a vachement de sujets. Donc je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais quand même revenir avec toi sur un sujet, une partie de ton parcours qui je trouvais un peu inhabituel, tu vois, c'est le fait d'avoir écrit un livre. Parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on voit souvent. Surtout, on a tout de suite l'impression que c'est une montagne de travail monstrueuse d'écrire un livre. C'est probablement le cas. C'est complètement le cas. Mais la question que je me suis posée, c'est comment on se motive à écrire un bouquin? Alors, la vérité, c'est que moi, j'ai eu 8 au bac de français, tu vois, je crois qu'il y a eu à l'écrit, et 19 à l'oral. Donc, de base, j'étais pas fait pour écrire un bouquin, tu vois. Et du coup, je me suis jamais dit je vais écrire un bouquin. Je me considérais nul. Ça a toujours été un peu une sorte de frein que je m'étais mis à moi-même. Tu vois, je suis pas bon en orthographe, je suis pas bon tout ça. Et donc
ça faisait pas partie de mon spectre intellectuel. Et puis il s'avère que quelques années avant d'écrire le bouquin, en fait moi j'ai sauté un truc dans mon parcours, mais j'ai commencé mes premiers stages et tout, je les ai fait en télé et en radio. Et donc j'ai rencontré pas mal de gens qui savaient écrire. Et il s'avère que j'ai rencontré un mec qui quelques années plus tard est devenu patron du Point, le magazine. Et bref, et donc on discutait souvent ensemble. Et là, il m'a dit un jour, sur un des sujets sur lesquels on discutait, qui était d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il me dit, bah, écris un article. Bah non, je suis nul, je vais pas écrire un article, tu vois. Et finalement, je me suis dit, attends, c'est un défi, c'est un mec que je connais, il pourra me dire si c'est bien ou pas bien. Si jamais c'est pas bien, il le diffusera pas grave. J'aurais perdu un jour ou 2 jours de travail, c'est pas très grave. Et du coup, je l'ai fait. Il a bien aimé. On en a refait. Ça m'a donné confiance en moi. Et d'une autre expérience professionnelle après l'agence, où justement je comprenais pas trop le business. Je travaillais dans une boîte qui faisait vraiment un business très à l'ancienne, salon, revendeur, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas le monde d'aujourd'hui. Moi, j'étais là pour lancer le digital chez eux. C'était une catastrophe parce que au Japon, le mec vendait à tel prix, que l'italien vendait à un autre, que les licences, enfin c'était un cauchemar. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, à l'ère du digital, c'est pas possible qu'on soit obligé de faire du business de cette façon. Et donc là, j'ai commencé à regarder comment on pouvait faire du business en ligne. Donc je suis évidemment tombé sur plein de trucs de dropshipping et jusqu'à tomber sur ces fameuses DNVB, tu vois. Donc les marques digitales nées sur le web qui verticalisent le commerce, qui donc intègrent l'ensemble de la chaîne de la réflexion, de la production à la commercialisation. Et en fait, à l'époque, moi je trouve des écrits plutôt US, tu vois, sur Casper, sur Warby Parker, etc. Et en fait, en regardant, finalement, il y a des boîtes françaises qui existent. Et il s'avère que du coup, j'écris à Bergamote et j'écris à Teddy Bear et je crois que j'écris à Tipto. Et il y a Bergamote qui me répond en me disant j'ai pas le temps trop de te parler. Teddy Bear qui me dit go, on en parle. Je vais le voir, on discute et puis on se dit peut-être que vu que j'avais cette porte d'entrée média, on se dit peut-être qu'on peut écrire une chronique, tu vois, sur les DNVB, comme ça on parle des DNVB françaises, on lance ce truc. Et puis je dis ok, on sort, on se dit on va faire ça. Et finalement, je commence à écrire, je dis mais on pourrait quasiment en écrire un livre blanc, quoi, tu vois. Et puis je commence à écrire le livre blanc et puis je me dis mais on pourrait presque en faire un livre. Et tu vois, toujours avec ce côté un peu insouciant, de me dire ouais. Et j'appelle un éditeur que je connaissais et je lui dis voilà, si tu veux je peux écrire un livre. Et j'ai Teddy Bear, Slip Français, Tipto, Merci Andy, Horace, l'Amazuna, machin. Et ils me disent ok. Et puis je me dis trop bien, je rentre chez moi, je dis super, je vais écrire un livre. Puis 2 semaines plus tard, j'avais rien fait. Et puis là, on me dit du coup, c'est quoi le plan? Ah ouais, en fait, c'est sérieux. Et là, je me suis dit comment je vais faire. Justement, cette fameuse montagne dont tu parlais, comment je vais faire. Et j'ai fait les choses simplement. J'ai d'abord fait tout ce que je savais. J'ai été chercher tout ce que je savais pas. J'ai interviewé ces 10 boîtes françaises pour qu'elles me donnent le max de contenu. Et je me suis retrouvé avec tout ça, tu vois, des mêmes enregistrements que toi, en se disant bon, ok, j'ai 1h30 de discussion avec 10 mecs, enfin 10 hommes et femmes. J'ai rencontré des experts de ça, rencontré des trucs. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais, quoi, tu vois? Et pour être tout à fait honnête, j'ai décidé justement pour amener aussi un produit de qualité, de me faire accompagner, tu vois, par quelqu'un qui avait déjà écrit des livres et qui m'a vachement aidé à structurer le plan, à créer des parties aussi qui avaient du sens les unes avec les autres, à mettre un peu plus de contexte pour que ça soit moins un truc brut. Et donc ça a été un travail hyper intéressant. Ça m'a pris quasiment 6 mois de ma vie. Alors je faisais pas que ça parce que j'avais toujours mes clients en parallèle, mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Il s'avère que ma femme à l'époque était partie à l'étranger pendant quelques mois, donc ça m'a bien arrangé. Je passais tous mes soirées et mes week-ends à écrire. Non, elle le sait et je lui ai dit putain, c'est trop bien parce que si elle avait été là, peut-être j'aurais mis plus de temps, tu vois, et j'aurais peut-être été moins pile dans le timing parce que je le sors en octobre 2019. Et le sujet pète en 2020, 2021, tu vois, 2020 avec le Covid, ça explose parce que tout le monde commence à se dire comment on fait du business sur Internet. Ah mais attends, les DNVB elles le font déjà, mais comment elles font, comment elles arrivent à créer des communautés, comment elles arrivent à avoir une marque aussi engagée, machin, etc. Enfin tu vois, tout explose. Et donc là moi, c'est là où ça change. Quand je te dis ça change ma vie, c'est que du jour au lendemain, je passe de consultant Malte
à mec qui a écrit un livre, qui est édité, qui est à la Fnac, qu'on invite sur des événements, qu'on invite dans des où tu vois il y avait des fonds d'investissement qui m'invitaient pour leur donner des conseils sur quelle boîte investir. Enfin tu vois, c'est des trucs que j'aurais jamais imaginé 2 ans avant. Au moment où j'écrivais mon livre, je me suis dit, moi je le voyais plutôt comme un exercice intellectuel, etc. J'avais pas d'ambition derrière en fait. Évidemment que je me suis dit ça serait bien d'en vendre, mais j'avais aucune idée des conséquences que ça pouvait avoir. En fait, ce qui est marrant, c'est que après la sortie du livre, en fait, tu as commencé à découvrir un monde, peut-être même que tu ne soupçonnais pas exister. Absolument Genre, pas. les VC qui se disent ah, comment je vais faire pour investir dans des e-commerce et qu'est-ce que je dois regarder parce qu'en fait, j'en sais rien. Et en fait, tu dis attends, les gars, ils ont un pognon de fou et ils viennent me demander à moi des conseils pour investir. Et en fait, est-ce que tu penses que tu as une vraie question de légitimité à un moment donné que tu vas te poser en mode ok, j'ai écrit un livre, mais est-ce que ça fait de moi l'ultra expert dont ils ont besoin sur le sujet? Oui, je suis peut-être meilleur que la majorité des gars, mais est-ce que tu vois, je sais pas comment tu l'as géré ce truc-là. Alors, ça a été complètement ça, mais je me suis dit bah vas-y. Comme pour le bouquin. Vas-y, tu donnes tout ce que tu sais, tu vas bosser plus que les autres, tu vas essayer d'amener le plus de valeur possible, et si tu te trompes, ils te le diront. Et puis ils te rappelleront pas. Et en fait, ça s'est bien passé parce que justement, j'ai eu aussi cette opportunité, c'est qu'à ce moment-là, il y a quand même peu de gens plus experts que moi. Parce qu'en fait, il y avait des marques, mais les fondateurs de marques, c'est pas leur métier que d'aller dire à un VC, bah non, cette marque, elle est pas ouf, celle-ci, elle est mieux. Donc, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'experts McKinsey, DNVB, tu vois, ça n'existait pas. Et du coup, il y avait une sorte de ventre mou. Et vu que moi, à ce moment-là, j'ai rencontré en gros les 10 boîtes qui font le marché des DNVB en France, que derrière, j'avais lancé mon podcast qui s'appelait Les Agitateurs, où du coup, je rencontrais d'autres, je faisais des conférences où j'en rencontrais, et qu'en fait, tous les jours, je bossais ce sujet. Tu vois, tous les jours, j'avais des gens au téléphone. Tous les jours, j'étais dans le cœur de ces boîtes et je m'intéressais à ce qu'elles faisaient et j'arrivais à théoriser tout ça parce que je comprenais des choses que même certaines boîtes faisaient sans vraiment s'en rendre compte. Et du coup, bah, les gens, ils m'appelaient, quoi. Alors, j'avais sûrement pas le final cut, tu vois, faut pas non plus, mais du coup, ils m'appelaient et donc, les conférences, les machins, etc. Et donc, ça te donne une crédibilité qui est extraordinaire. Surtout parce que c'est une crédibilité du monde réel, tu vois. C'est pas une crédibilité où je fais 1 million de vues sur Instagram, tu vois. Non, c'est j'arrive, là je me souviens d'une conférence justement que j'avais fait avec le patron de Teddy Bear, où on arrive au Ritz, invité par le fonds d'investissement de la Société Générale, où il y a les je sais pas combien de VC, etc., qui sont là, qui te posent leurs questions et qui te regardent comme si, tu vois, t'avais les réponses à tout, quoi, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, tu ressors, tu te dis, bah, moi, je vais rentrer dans mon 20 mètres carrés à Bastille, tu vois. Eux, ils sont persuadés que je suis blindax. Tu vois, ils sont persuadés de ça parce qu'ils m'ont reçu dans un lieu de ouf. Et en fait, moi, je rentre dans mon 20 mètres carrés à Bastille et puis je vais écrire un article ce soir, quoi, tu vois. Et donc, c'était hyper intéressant. Et puis surtout, tu vois, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi. Super important, tu vois. Ça m'a vraiment permis. Si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à ça, quoi. Tu vois. Évidemment, il y a du LinkedIn, etc. Mais tu regardes mon LinkedIn, tu vois que j'ai écrit des bouquins, tu vois que j'ai fait des trucs un peu cool, tu vois. Bah, ça te facilite. Tu vois, peut-être qu'il y a d'autres mecs qui parlent de CRO. Et bah, t'as préféré m'inviter moi à ce moment-là parce qu'il y a autre chose. Et c'est super important. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur comment la partie effet business d'un bouquin et tout. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant de vraiment le faire. Je te propose que du coup, on puisse recentrer notre échange et notre discussion sur la compétence principale que tu bosses aujourd'hui, qui est le CRO. Et comme on disait en introduction, l'idée de ce podcast, c'était vraiment de pouvoir connecter le CRO plus le branding, parce que c'est là où ce que tu m'expliquais, c'est que c'était vraiment là où tu as ta vraie valeur ajoutée et où tu peux pousser le sujet. Et du coup, peut-être j'aimerais juste commencer avec un truc très basique pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est le CRO, ce qu'est le branding. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le CRO, déjà dans un premier temps, et puis la philosophie peut-être aussi du CRO derrière, tu vois. Alors, le CRO, c'est pour Conversion Rate Optimization. Vous avez vu mon anglais qui est parfait. Donc, l'optimisation de la conversion, du taux de conversion. Et donc, l'idée, elle est toute simple. Elle est de se dire, j'ai 100 visiteurs qui arrivent sur mon site. Aujourd'hui, j'ai une vente sur 100 visiteurs. Comment je fais pour en avoir 2, 3, 4? Donc, tu vois, c'est pas plus bête que ça. Donc, c'est du pur market. De se dire, j'ai du trafic. C'est comme si tu avais une boutique
j'ai des gens qui rentrent dans ma boutique, j'ai mon vendeur, comment il fait pour maximiser le nombre de ventes. Donc tu vas lui apprendre à ton vendeur un discours de vente, une cérémonie de vente, un machin. Tu vas mettre en sorte que dans le magasin, un peu comme chez Ikea, qu'il y ait une sorte de parcours, que les gens ils voient les bons produits, que tu puisses leur poser les bonnes questions, qu'il y ait les bonnes affichettes de prix. Tu vois ce que je veux dire? La base, en fait tu fais la même chose en ligne, quoi. Tu vois, c'est la base, c'est comment tu accueilles un client, qu'est-ce que tu lui racontes, comment tu fais en sorte que déjà ils comprennent ce que tu fais, qu'ils considèrent que c'est une réponse à un problème, à un désir, comment tu fais ensuite pour l'orienter quand tu as plein de produits vers le ou les bons produits, et une fois que tu lui as orienté le choix, comment tu fais en sorte qu'il ait envie de le mettre dans son panier et qu'il aille au bout de l'achat, quoi, tu vois. C'est tout simple en fait. Et c'est ça. Et donc c'est de se dire à chaque étape de la conversion, enfin de chaque étape du parcours, comment tu fais pour que le mec il ait de plus en plus envie d'acheter ton produit. Donc ça c'est vraiment le métier de l'optimisation de la conversion. En termes de philosophie. Aujourd'hui quand tu vas sur Internet, l'optimisation de la conversion souvent se résume à 5 hacks pour 8 hacks machin, 9 hacks truc. Et en fait, moi, c'est là-dessus que je voulais prendre un contre-pied en se disant, comme dans une boutique physique, tu te dis pas c'est quoi les 5 trucs pour que le mec il puisse pas sortir sans acheter, quoi. Non, tu te poses jamais cette question-là, tu te poses plutôt comment je peux faire pour lui donner envie, comment mon discours peut être intéressant, etc. Et je me suis dit ça va être ça, tu vois. Et un peu comme on a pu le voir à une époque en SEO où fallait faire des trucs un peu dark, un peu Black Hat dégueu, SEO, tu vois, le Black Hat SEO où fallait balancer des lignes de mots en blanc, tu vois, enfin tu vois ce que je veux dire. On a tous connu ça et c'était horrible, avec des textes qui voulaient plus rien dire où le client en fait il avait pas envie d'acheter. Et ça c'est d'ailleurs un vrai sujet, c'est que souvent on se dit ah mais SEO avant le CRO, sauf que en fait il y en a un, c'est Google qui te lit, l'autre c'est le mec qui t'achète, quoi, tu vois. Et à un moment, si tu écris pour Google et pas pour le mec qui t'achète, ça ne marchera pas, tu vois. Donc c'est vraiment de se dire comment en fait on démystifie ça. Et moi en fait la démystification, elle se fait de façon assez simple, c'est de se dire aujourd'hui je vois des marques fortes avec des sites pourris faire des ventes. Par contre, je vois assez peu de sites géniaux d'un point de vue CRO avec des marques pourries faire beaucoup de ventes. C'est bizarre quand même. Si Apple, son site, il fait 2 secondes de plus pour charger, t'attendras parce que tu veux l'iPhone 14 ou 15, tu vois. Alors que si tu dois acheter des vis, tu vois, tu sais pas la marque que tu vas acheter de vis parce que tu t'en fous en fait, tu vas acheter des vis. Là, le fait de devoir attendre 2 secondes de plus, c'est plus important. Donc, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, comment tu te sers en fait de ta marque, de ta proposition de valeur, de ta connaissance client, finalement pour créer une expérience digitale qui soit hyper engageante pour que le client il ait envie d'acheter et pas pour le forcer à acheter. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, quand tu entends les conférences et tout de CRO, tu as l'impression que tu dois mettre un mec dans un entonnoir et lui pousser dessus pour qu'il sorte jusqu'au bout, tu vois, comme si tu devais l'enfermer, tu vois, faut pas de lien sortant, faut pas tout ça, tu vois, comme si vraiment fallait l'enfermer dans une pièce et tu lui dis tu sors que quand tu as acheté. Moi, je crois pas à cette vision-là. Je crois à une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus éthique, de se dire en fait, ton job, c'est de faire en sorte qu'il ait envie, mais qu'il ait vraiment envie et qu'il ressorte en étant content d'avoir acheté. Mais un gamin chez Disneyland, il a envie du déguisement, il a envie du hot dog, il a envie de tout ça. Il faut faire pareil. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui sur le CRO, moi, c'est un discours qui plaît beaucoup. Mon passif sur les DNVB, sur les marques, sur les visions d'entreprise, etc., joue énormément parce que du coup, les gens, ils se reconnaissent là-dedans. Et quand tu leur montres que leur marque, elle n'est pas aujourd'hui assez utile à la conversion, ils le comprennent très, très vite. Et du coup, ça fait la différence. C'est extrêmement intéressant parce que ça complète vachement le taf qu'on fait chez Seos, qui est, nous, notre taf, c'est, si on reprend un peu cet exemple de la boutique physique, c'est d'amener des gens jusqu'à la porte. Et en fait, une fois que le gars, il a passé la porte, c'est plus notre taf. Et en fait, c'est toi qui viens à ce moment-là, qui prend le gars par la main et qui va lui dire voilà, t'as envie d'acheter ça, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, voici des produits qui pourraient t'intéresser. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu lui dis rarement d'ailleurs t'as envie d'acheter ça. Ouais, c'est pas le meilleur choix. Viens, achète ça. Mais en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que
Et peut-être on pourrait en parler un peu, c'est quelle est la perception, comment tu as vu l'évolution de la perception du CRO par les sites e-commerce, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a une sorte de mécanisme qui s'est passé et qui continue à se passer dans la partie acquisition, où il y a 4-5 ans sur Facebook, sur Google, l'acquisition était relativement peu chère par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, donnait beaucoup de résultats, on pouvait mesurer ces résultats parce que le tracking était quand même un tracking de qualité. Et en fait, on avait vachement un truc où finalement les ads, elles se suffisaient à elles-mêmes et on avait un peu moins ces enjeux CRO parce que ça convertissait déjà très bien, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, on en revient un peu. Les CPC sur Google, ils ont explosé. Le tracking avec le RGPD et tous les autres problèmes liés aux cookies, etc., c'est de plus en plus compliqué. Et la question, c'est comment toi tu vois l'évolution du CRO et tu sais dans l'intérêt des gens quoi. Enfin, est-ce qu'il y a une évolution de Dans cet l'intérêt des marques ou des de clients l'intérêt des marques, Des marques. et même potentiellement des clients. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut mesurer, peut-être plus compliqué à mesurer. Bien sûr. Mais évidemment que déjà intérêt du client, faut pas oublier. Mets-toi à la place d'un client lambda. Quand t'es client, quand tu vas sur un site web, que ça soit sur ton ordi, sur ton mobile, en fait, t'es pas en train de penser aux objectifs de la marque. T'es juste en train de penser à toi. T'as envie de t'acheter une nouvelle casquette, tu vas aller chiller sur des sites de casquettes, peut-être en mettre de côté, etc. Mais t'as envie de trouver les casquettes que tu as envie, que tu aimes, de la bonne couleur, de la bonne forme, avec le bon logo, etc., etc. Et donc, en fait, plus le CRO, son objectif, c'est de faire en sorte que le client d'offrir une expérience qui corresponde aux attentes du client. Donc en fait, tu le satisfais beaucoup plus parce qu'en fait, il a envie d'acheter. Toi, t'as envie d'acheter des casquettes. Tu vois, t'as envie d'acheter des t-shirts. Genre, tu te dis pas, ah putain, j'ai cliqué sur une ads, faut surtout pas que j'achète. Pas du tout. Mais souvent, on t'empêche de le faire. Parce qu'on t'empêche de trouver le bon produit, on t'empêche de trouver la bonne taille, on t'empêche de te sentir à l'aise dans l'achat. Tu vois, parce que tu te dis, oh, cette marque, elle est bizarre. Oh, ses avis, ils sont pas ouf. Oh, il y a des gens qui disent que ça arrive en retard. Oh, tu vois. Et en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment, t'achètes pas. Mais à la base, toi, tu viens pour acheter. Tu viens pour découvrir. Et tu peux te laisser aller à l'achat, tu vois. T'as de l'argent, t'as les moyens de t'acheter une nouvelle casquette, quoi. Et en fait, souvent, les e-commerçants, ils imaginent l'inverse. Ils imaginent qu'ils ont réussi à ferrer un mec via une ads et qu'ils doivent plus le lâcher. Mais pas du tout. Offrez-lui une belle expérience. Faites-lui passer un bon moment. Vous verrez qu'il l'achètera. Disneyland. Non mais tu vois, genre Disneyland, il se pose pas cette question-là et à la fin tu ressors, t'avais prévu de dépenser 100 €, t'en as dépensé 400, mais t'es content et tu repars avec les oreilles de Mickey sur la tête et tu prends le RERB, tu vois, ou le T'es RERA. content dans le RERB. Et t'es content, tu vois. Il y a un côté où tu vois, t'es satisfait de ton achat et ça c'est super important. Là récemment, je suis parti au ski, je me suis acheté une nouvelle tenue de ski parce que clairement j'avais pris un petit peu de poids et que je rentrais plus dans l'autre, mais j'étais super content de la recevoir parce que j'avais pris le temps de la choisir, j'avais pris le temps de me dire bah tiens je vais ressembler à quoi machin etc. J'étais content de mon achat. Tu vois la marque elle si elle s'est imaginée ouais j'ai réussi à le faire, non pas du tout en fait. Tu m'as fait voir un truc, je suis heureux, j'ai fait. Donc ça c'est vraiment côté client hyper important de se dire comment je lui offre une bonne expérience. Ça paraît tout bête mais souvent on n'y pense pas assez. Côté marque, tu l'as dit. Augmentation des coûts d'acquisition, diminution du tracking, augmentation de la concurrence aussi. Beaucoup plus de marques qu'avant. Il y a combien de marques de bougies, combien de marques de bijoux, combien de marques de matelas, enfin tu vois, c'est délirant. Donc il y a un côté, et puis à un moment, il n'y a pas une augmentation du nombre d'acheteurs proportionnelle à l'augmentation du nombre de marques. Donc à un moment, ça bloque, tu vois. Donc à un moment, le client, il va pas pouvoir acheter 12 matelas. Parce qu'il y a 12 fois plus de marques. Donc il va en acheter qu'un. Donc il va devoir choisir. Et donc, là, sur le côté marque, elles se disent, OK, j'ai un problème. Je peux plus acquérir à balle. Parce que c'est pas aussi rentable, parce que tout ça. Donc comment je fais? Et donc, elles prennent un pas de recul en se disant, OK, la solution, c'est plus juste de dépenser toujours plus. C'est peut-être de faire en sorte que mes clients, mes prospects qui viennent, aient envie d'acheter. Et en fait, c'est beaucoup plus sain. Et c'est beaucoup plus noble déjà, parce que c'est ton vrai business. C'est pas de se dire, quand on dit, tu sais, quand tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui. C'était un peu ça, là, à un moment, sur Facebook et tout, t'envoyais du flux à balles et t'espérais qu'il y ait des ventes, tu vois. Mais il y avait assez peu, finalement. On disait tout le temps, ouais, data, machin et tout. En fait, que dalle. Les gens, ils analysaient rien du tout. Ils voulaient juste faire des ventes. Ils se disaient, ah, bah, pour 100 ventes, pour 100 visites, je fais une vente. Ah, bah, j'en mets 100 000. Tu vois, 1 million. Mais en fait, ils se disaient pas, et si j'en faisais 2 pour le même prix? Et si j'en faisais 3? Ça change tout.
Tu vois. T'as un énorme effet de levier en fait sur le Mais bien CRO sûr. qui est pas du tout bossé aujourd'hui, quoi. Mais bien sûr. Et en plus, ce qui est super intéressant, et ce que nous on remarque avec quasiment tous nos clients, c'est quand tu bosses le CRO, donc tu bosses justement cette expérience, tu bosses tes messages, tu bosses ton site, etc. Tu te rends compte que derrière, et tes ads, elles sont bien plus performantes. Parce qu'encore une fois, bah, si tu as dépensé 100 euros pour faire venir 100 personnes, tu as fait une vente, bah, ça te fait un CPA à 100 euros. Bah, si tu en fais deux, il est plus qu'à 50. Donc selon ta LTV derrière, ça change mais tout. Et donc, c'est là où depuis 2022, 2023, et il y a un effet aussi, c'est que les fonds d'investissement sont beaucoup plus radins qu'avant. Et donc, ils sont en quête d'une rentabilité beaucoup plus forte, et il y a aussi beaucoup plus de marques qui veulent réussir, qui veulent performer sans fonds d'investissement. Et donc, ils ont plus autant d'argent à dépenser tout de suite pour dire j'inonde le marché et on verra plus tard. J'en connais plus des marques qui se disent ça, tu vois. Des marques, et on en a connu des marques qui se disaient ah bah attends, j'ai levé 10 millions, j'en mets 3 sur Facebook, tout le monde va me connaître et puis après je récolterai les fruits. Non, ça ne marche. Plus personne ne veut ça, ni les fonds, ni les marques. Donc du coup, elles se disent beaucoup plus tôt, et d'ailleurs souvent des fois aussi trop tôt. Tu vois, moi j'ai plein de leads qui rentrent, qui fait, là j'en ai eu un ce matin avant de venir, 40 000 euros de CA, comment je peux augmenter mon taux de conversion? Bon, certes tu peux, il y a plein de choses à faire, mais bah, tu pourras pas faire d'AB test, tu pourras pas faire tout ça, donc tu vas vite tourner en rond, tu vois. Donc oui, tu peux, évidemment, et dans ces cas-là, tu vois, nous on donne des conseils, on envoie des bouquins, des Notion et tout sur lesquels on a écrit pas mal de trucs pour que les gens puissent le faire par eux-mêmes, tu vois, parce que ça vaut pas le coup de prendre une boîte comme nous. Et là, pour le coup, quand tu fais 40 000 balles, si tu as 10 000 euros, viens mets-les en ads, tu vois. Mets-les en ads, ramène du flux, comprends ton client, vois sur quoi il clique, etc. Ça aura plus d'intérêt. Mais donc, il y a vraiment cette côté, comment on fait un business rentable en 2023, et le CRO, c'est une des réponses. Ouais, en fait, c'est vraiment hyper intéressant parce que souvent un truc que j'ai dit à mes clients, c'est n'oubliez jamais que Google, Facebook, c'est un moyen, c'est pas une fin, mais que c'est votre site la fin. Et en fait, sur le site, il y a deux choses. Alors déjà, il y a ton produit. Est-ce que ton produit intéresse les gens, ou tes produits intéressent les gens? C'est le premier point, de dire si ton produit c'est de la merde, tu vendras jamais rien. Bien sûr. Et surtout s'il répond pas à un vrai besoin client. Et le deuxième sujet, c'est est-ce que tu as facilité la vie de ton client? Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse rentrer plus dans le concret encore sur le CRO. Et j'aimerais te poser la question, c'est quoi un plan d'optimisation CRO? Comment tu structures peut-être un audit SEO, CRO, pardon. Comment tu structures ce genre d'audit? Qu'est-ce que tu vas regarder? C'est quoi les points clés? J'aimerais un peu comprendre très concrètement si nos auditeurs là, ils se disaient tiens, j'ai envie d'analyser mon site et de me dire est-ce que sur mon CRO, j'ai des bonnes pratiques en place, tu vois? Comment je regarde ça? Qu'est-ce que je regarde? Alors, vous allez trouver sur Internet beaucoup de boîtes, de free, etc., qui vont vous dire « Ok, je vous fais un audit de site ». Et en fait, c'est rarement suffisant. Ce qu'il faut, c'est déjà de se dire « Ok, justement, on va faire un audit de la data ». Donc, il y a quand même, avec Google Analytics, par exemple, tu as moyen de récupérer pas mal de choses. Et donc, d'aller comprendre déjà qui sont tes clients, ce qu'ils font, sur quelle page ils arrivent, sur quelle page ils partent, quel est le taux de conversion mobile, quel est le taux de conversion desktop, quel est le taux de conversion des nouveaux visiteurs, quel est le taux de conversion des anciens visiteurs. Enfin, tu vois, tous ces éléments-là qui vont te donner une information hyper importante et qui vont te permettre en fait de choisir tes combats. Parce que ça, c'est super important, c'est que je vais pas te dire d'aller optimiser toutes les pages, le fameux loi de Pareto 80-20, mais si tu te rends compte que ton taux de conversion mobile, il est 4 fois inférieur à ton taux de conversion desktop, bah, bosse ta conversion mobile, va voir ton site mobile. Si tu vois que sur ton mobile, les gens ils se barrent tous sur tes fiches produits, ah bah tiens, c'est qu'il y a un problème, c'est que les gens n'ajoutent pas au panier, et donc il va falloir retravailler ces pages-là. Donc c'est vraiment de se dire déjà, avant de penser optimisation, penser stratégie. Comment j'amène cette stratégie? Et cette stratégie, elle a des points d'entrée, et c'est cela. Donc ça va être de se dire, voilà, j'essaye de comprendre mes clients. Donc, tu vas pouvoir les comprendre avec ce que tu as sur ton site, donc ta data, etc. Tu vas aussi pouvoir les comprendre avec ce qu'ils te disent, ce qu'ils font, de façon un peu plus différente. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, voir dans les avis, tes avis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déçus du produit parce qu'en fait, c'est pas ce qu'ils imaginaient acheter? Est-ce que tu vas aller voir, par exemple, les avis de tes concurrents? Voir ce qui se dit. Est-ce qu'il y a des opportunités? Tu vas aller voir sur les forums. Tu vois, je sais pas, je vends des micros de podcast.
qu'est-ce que les gens recherchent, quel est le budget qu'ils sont prêts à mettre, enfin, tu vois, quelle est la complexité, est-ce qu'il faut que je vende des micros en disant pour les débutants, pour les confirmés, pour les professionnels, est-ce que, tu vois, et en fait, c'est d'essayer de comprendre comment finalement ton client achète. Et moi, ce que je fais toujours, et ce que je déteste faire aussi, c'est que je déteste faire les enquêtes clients, parce que quand tu vas voir un client que tu lui dis, comment tu achètes un micro ? Il n'en sait rien. Et ben en fait, soit il en sait rien, soit il va chercher une réponse à te donner. Parce que tu viens de lui poser une question, il a pas envie de ne pas te répondre. Et c'est rare qu'il va te dire j'en sais rien. Parce qu'il se dit je vais passer pour un con. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est d'aller voir ce qu'ils disent entre eux. Donc tu vois, moi j'adore aller sur les forums, sur Twitter, sur LinkedIn, selon ce que tu vas chercher et selon la typologie de client. Mais parce qu'en fait, tu vois ce qu'ils se disent. Et là, tu te dis, ah ouais, ça, je l'avais pas imaginé. Là, il y a une objection client que je traite pas sur mon site. Là, il y a même une réponse d'un client qui est super intéressante dont je pourrais me servir sur mon site. Et donc, c'est d'aller vraiment chercher vraiment toutes les objections que le client il peut avoir. Donc, les objections analytiques et les objections, entre guillemets, de vie pour comprendre comment tu vas pouvoir y répondre. Derrière, évidemment, comment j'y réponds. Et puis, ensuite, c'est de se dire, OK, là, maintenant, je vais sur mon site et je vais me poser 2 questions. Déjà, est-ce que je réponds à toutes les objections que j'ai soulevées ? Oui ou non ? Si j'y réponds pas, il y a déjà une amélioration à faire. Que ce soit une amélioration UX, comme je te disais, je me rends compte que les micros de podcast, les gens les achètent par niveau de connaissance, tu vois, débutant, machin. Est-ce que j'ai un filtre sur mes pages catégories qui correspond à ça ? Non, j'ai que des filtres techniques. Ok. Du coup, je vais rajouter un filtre par rapport à cette typologie. Est-ce que ce filtre est utilisé ? Oui ou non ? Ah putain, je me rends compte, je l'ai fait récemment sur un client. Alors c'était pas le niveau mais c'était sur des instruments de musique et donc c'était sur des sonorités. Ah, bizarrement, il y a 80% des gens qui viennent sur les pages catégories qui se servent de ce nouveau filtre. Ça fait beaucoup quand même. Et donc là, tu as déjà vachement optimisé parce qu'en fait, tu facilites la vie de ton client. Donc, c'est de se poser ces questions-là. Donc, objection, contre-objection, est-ce que j'y réponds ? Ensuite, évidemment, il y a des aspects plus techniques. Est-ce que mon site charge ? Parce que c'est quand même un point important. Là encore, il y a quelques jours, je ne citerai pas la marque, mais on vient de signer un nouveau client qui est quand même une grosse DNVB que les gens connaissent. Ils avaient 4 sur 100 sur la vitesse de site web. Tu recommandes quoi comme score ? Parce que j'ai quand même la sensation que Google est quand même bien énervé. Si tu regardes Google PageSpeed, non ? Ouais. C'est quoi le score que tu recommandes sur ça ? Parce que Google, ils ont l'air quand même bien violents en mode pour avoir 100 sur 100. T'as une machine de guerre, tu vois. Ouais. Non, c'est quasiment impossible d'avoir 100 sur 100. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment ta note un peu générale. Et moi, ce que je regarde toujours, c'est le FCP. Le First Content, je sais plus, Proposal, Position, je sais plus quoi. Où en gros, c'est l'apparition de ton premier contenu. Parce qu'en fait, plus cette apparition est longue, plus le client il va croire qu'il y a un bug. Et donc, plus potentiellement, il va partir. Si dès qu'il arrive, tu as un petit logo qui charge, tu as un début de page qui se charge, ça va l'inciter à rester, tu vois. Donc, c'est vraiment de regarder ça. Et il y a des marques, des fois, ce FCP, il est hyper loin. Toi, tu recommandes quoi ? Une apparition en combien de temps à peu près ? Il faut que ça soit vraiment le plus rapide possible, moins de 2 secondes, quoi. Okay. Mais vraiment moins. Plutôt une. Parce qu'en fait, tu peux réussir à faire apparaître vraiment, tu vois, justement, avant que ta page elle charge, un élément qui fait que tout de suite, le client, il sait, tu vois, rien que ton logo, le client, il sait où est-ce qu'il est, qu'il s'est pas trompé, etc., etc. Parce que tu vois, on est aussi de temps en temps en train de faire autre chose, hein. Faut pas, tu vois, t'es devant Netflix, tu cherches un truc. Si ça charge pas et que t'as un écran blanc, ça devient compliqué, tu vois. Donc c'est vraiment ça. C'est de se dire, donc évidemment, pour en revenir, t'as plein d'éléments techniques. Déjà, est-ce que ta vitesse elle est claire ? Est-ce que sur tes pages catégories, un truc qui est important, moi que je vois trop souvent abandonné, c'est la page catégorie. Pourquoi ? Les gens pensent homepage en se disant c'est ma vitrine de magasin, il faut que j'ai une belle vitrine. Ils pensent page produit parce qu'ils se disent c'est l'élément qui fait que le mec il va ajouter au panier, hyper important. Mais ils oublient la page intermédiaire, qui est la page catégorie, qui est censée être la page qui faut s'imaginer dans un très grand magasin. Tu rentres chez Ikea, tu as besoin de savoir où sont rangées les chaises, où sont rangées Et puis, une fois que tu es dans les chaises, tu as besoin de savoir quelles sont les chaises pour l'extérieur, quelles sont les chaises pour l'intérieur, quelles sont les chaises de salon, Et en fait, les gens oublient cette étape-là. Et donc, le client, il va sur les chaises, il se retrouve à scroller 8 heures, il trouve pas ce qu'il veut, frustration, il se barre. Et en fait, les taux de rebond sur les pages catégories sont souvent très élevés. Tu vois. Et quand tu as un taux de rebond sur ta page catégorie moyenne
plus élevé que sur tes pages produits, c'est la catastrophe, tu vois. Et je le vois souvent. Ok, ouais, c'est quand même hyper intéressant. Je sais pas si tu sais, mais sur tous les épisodes comme ça, je fais toujours un récap sur le site de e-commerçon.com. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de lister pour chacun des catégories, tu vois, un peu tous les points intéressants à regarder, ce qui permettra aux auditeurs d'avoir une bullet point de liste pour regarder tout ça. Mais si tu vois, alors sur les fiches produits, moi j'ai un document que j'ai mis sur mon site, sur le boostconversion.fr, qui est hyper détaillé, qui te donne vraiment toutes les infos sur. Et là, je suis en train de sortir celui sur les pages conversion, donc page conversion, page catégorie. Donc il suffit aussi d'aller chercher, mais je pourrais d'ailleurs te le fournir, comme ça tu pourras le filer. Tu me donneras les liens et je redirigerai comme ça. Donc vous pouvez aller voir sur le site e-commerçon toujours le récap des épisodes. J'aimerais bien juste revenir sur la partie data, parce qu'on est passé un peu vite dessus. Tu disais par exemple la conversion sur les appareils. Est-ce qu'il y a d'autres points de data que tu vas regarder justement dans Google Analytics pour pouvoir dire est-ce que c'est intéressant, pas intéressant ce qu'on est en train de faire actuellement, ou nos data elles sont bonnes ou pas bonnes, tu vois? Déjà, moi, une data que je regarde toujours et que souvent d'ailleurs, avant de la regarder, je demande à mes prospects s'ils la connaissent. Et parce que ça, c'est intéressant, tu vois, de voir aussi le niveau de maturité du prospect face à la conversion. Et donc, je leur dis, c'est quoi le taux de conversion des nouveaux visiteurs vs les anciens visiteurs? Tu vois? Et là, souvent, ça bug. Et en fait, tu te rends compte que, et ça, c'est un vrai problème de fondateurs, de marques, etc., c'est que passé une année, 2 années, ils oublient que 80% de leur trafic, c'est des nouveaux visiteurs. C'est vraiment sympa de parler de ce sujet, parce que c'est mon combat du quotidien sur Google, dans un autre sujet qui est l'acquisition de nouveaux clients. Comment tu dépenses ton argent pour faire des nouveaux clients, tu vois? Et en fait, c'est totalement le sujet, donc merci, ça fait une connexion parfaite. Je te laisse le dire. Mais du coup, c'est de se dire... Et en fait, souvent, le site est fait pour des gens qui connaîtraient déjà la marque. Et donc, tu arrives sur une page, une home page, il n'y a plus de proposition de valeur, notre nouvelle collection, ok, mais tu fais quoi? T'es qui? Tu vois, page catégorie, il n'y a aucun rapport à la marque, page produit, vite fait, parce que tu te dis, bah ça y est, les gens ils connaissent, ils vont acheter. Non, pas du tout. 80% en moyenne de ton trafic, c'est des nouveaux. Quand tu regardes ce taux de conversion et que tu vois qu'il est, alors il est toujours inférieur évidemment, le taux de conversion nouveaux visiteurs, mais quand il est plus de 2 fois inférieur, ça devient compliqué quand même. Et souvent, il est plutôt 2 fois et demi, 3 fois inférieur au taux d'ancien. Donc là, c'est un problème. Donc ça va être une des premières données que je vais regarder. Évidemment, taux de conversion mobile desktop, voir s'il y a un loup quelque part. Ensuite, ce que moi je regarde toujours, c'est tu vois, tout ce qui va être page de destination, page de sortie. Est-ce que et de façon au départ très macro, en se disant ok, est-ce que j'ai des pages qui sont en page de sortie par exemple, qui sont vraiment au-dessus des autres par catégorie, tu vois, par catégorie de page produit, par catégorie de page catégorie, etc. Et de se dire tiens, est-ce que parmi ça j'ai déjà un loup, tu vois, en se disant bah tiens putain elle a 80% de taux de sortie alors que tous les autres elles en ont 40. Bizarre. Et donc, tu vois, d'aller essayer de chercher ça. Et donc, d'aller essayer de comprendre où est-ce que vraiment il y a des gros problèmes, tu vois. Donc après, il y a évidemment donc ça, page d'entrée, page sortie. Aussi les canaux, évidemment. Est-ce qu'il y a des canaux qui convertissent mieux que les autres? Pourquoi? Quand tu as ton canal SEO qui convertit moins bien que les autres, plutôt mauvais signe. Alors, sauf quand tu as une marque qui a un gros média et qui fait beaucoup d'entrées SEO sur du blog. Mais quand je parle SEO, c'est plutôt sur les fiches, sur les pages business. Quand sur les pages business en SEO, ton taux de conversion est vraiment inférieur au reste, c'est très mauvais signe parce que des gens qui viendraient taper micro de podcast, qui arrivent sur ton site et qui repartent sans acheter, c'est quand même compliqué parce que c'est ceux qui sont le plus chaud entre guillemets. Donc ça c'est super important. Et donc voilà, c'est pas mal de données aussi, l'évolution évidemment des différents taux de conversion, etc. pour voir si pareil il y a des moments dans la vie où tu as eu des meilleurs taux, ou est-ce qu'il a été meilleur, est-ce que là tu es au top, comment du coup qu'est-ce qu'on peut aller chercher, etc. Ouais, c'est quand même hyper complexe, que j'ai la sensation que l'enjeu du CRO il va beaucoup plus loin que juste des data ou juste optimiser son site ou autre. En
fait, tu dois, comme tu le disais tout à l'heure, tu dois repenser ton branding, tu dois repenser la manière dont tu décris tes produits, tu dois repenser la manière dont tes photos sont faites. Si tu fais je vais prendre un exemple con, les micros de podcast. Typiquement, t'es sur un podcast de débutants, tu vends un micro pour débutants et toutes les photos que tu vois, c'est que des photos de trucs ultra hype dans des studios hollywoodiens extrêmement haut de gamme. Et en fait, le gars il va jamais se projeter dans tes photos, tu vois. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point tu peux aller loin dans ton CRO. C'est de la psychologie de ouais, t'as de la psychologie, t'as de l'analyse de data, t'as prendre des bonnes photos, c'est un peu de tout quoi en fait. C'est du marketing. Ouais. C'est juste du marketing. Et moi, c'est ce que j'essaye toujours de dire à mes clients. Les gars, en fait, on fait juste du marketing. Arrêtons CRO, machin, SEO, en fait, c'est du marketing. Ouais, mais je trouve que ça, alors c'est du marketing, mais ça garde un aspect particulièrement technique parce que tu es sur le digital et que le positionnement de ton bouton, la manière dont l'information est mise à jour. Par exemple, tu vois, un truc que j'aime bien regarder, c'est comment les pages produits sont structurées sur mobile pour que justement on ait toutes les informations de façon succincte qui mettent en avant les produits et qui te proposent un parcours d'utilisateur qui soit vraiment canon. Et j'essaie de me battre un peu avec mes clients sur ça, mais attention parce que 70%, 80% de votre trafic il est mobile, vous pensez tout votre site pour un ordinateur et en fait vous avez une expérience pas forcément folle sur le mobile alors que oui, le taux de conversion est moins important sur mobile, mais en valeur de conversion, vous faites plus d'argent sur mobile, tu vois. Et donc, du coup, il y a vraiment énormément de sujets à prendre en compte. Mais je pense qu'on va pas avoir le temps de rentrer dans le sujet de tout. En revanche, tu mets 3 heures. Là. Ouais, ça va être un podcast extrêmement long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un autre d'ici quelques mois. Par contre, il y a un truc que j'aimerais quand même qu'on aborde avant de finir ce podcast. Et à tous nos auditeurs, c'est un podcast qui va durer longtemps. Je pense qu'on en a encore pour au moins 15-20 minutes. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde, et tu en as parlé un petit peu au début, c'est test. A/B test, etc. Et quand tu parles de notion d'A/B test en CRO, tu es quand même vachement dépendant du nombre de personnes que moi je vais t'apporter à la porte, avec Google Ads, avec les autres canaux d'acquisition potentiellement. Et du coup, une des questions que je me pose, c'est est-ce que tu as un minimum de trafic pour pouvoir prendre une décision? Tu disais tout à l'heure, un site qui fait 40 000 euros par mois, je ne vais pas pouvoir vraiment l'aider. Tu vois, est-ce que non, je pense que c'est par an. Par an, oui, par an, excuse-moi. Donc 40 000 euros par an, et je ne vais pas forcément pouvoir l'aider. Donc est-ce que tu vois, il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire? Est-ce qu'il y a un minimum de commandes et un minimum de trafic? Et puis même si je vais plus loin sur la notion de trafic, est-ce qu'il y a un niveau de qualité de trafic à suivre parce que potentiellement on peut envoyer beaucoup de trafic très peu qualifié. Bien sûr. C'est une question extrêmement large, mais la question que je veux poser derrière, c'est quel est le setup parfait pour tester le CRO et voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour tester efficacement? Alors, heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de setup parfait. Ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, de ton niveau de test. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle test, quand on va sur Internet et qu'on voit des tests, souvent on va te dire change l'ordre mets ton bouton d'ajout au panier un tout petit au-dessus de ta description ou en dessous de ta description, change l'ordre de tel truc, etc. Et en fait, c'est des tests qui sont mineurs. Tu vois, alors ils peuvent être majeurs si le bouton d'ajout au panier était invisible, mais souvent c'est des tests qui sont mineurs et qui apportent un changement de comportement utilisateur qui est très faible. Et du coup là tu as besoin de beaucoup de données et souvent on estime à peu près au moins 5000 visites par page de test. Donc ce qui quand même commence à faire beaucoup quand tu as 10 000 visites sur deux pages produits. Ça commence à faire beaucoup. Donc c'est pour ça que beaucoup considèrent que les A/B tests c'est pour les gros sites. Or, en fait ce qu'il faut, plus ton trafic est petit, plus il faut que tes tests soient drastiquement opposés. Tu vois, et qu'il y ait une vraie proposition de valeur qui soit différente. Tu vois, récemment, je parlais avec une marque où justement ils faisaient des jus, etc. Et je leur dis, et il y avait le côté sportif. Et je leur dis, testons le côté sportif, testons le côté régime. Tu vois, c'était un truc un peu complément alimentaire, machin, etc. Là, c'est diamétralement opposé. Tu vois. Et là, tout de suite, tu vas avoir des résultats assez forts parce qu'en fait, ça ne se ressemble pas. Et donc, tu vas voir, est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui ramène beaucoup plus de gens ou pas. Et donc, en fait, ça va être moins tu as de trafic, plus ton test, il doit être diamétralement opposé pour que vraiment tu aies des résultats qui soient rapides. Parce qu'encore une fois, en fait, un test, évidemment, il y a toute une marge d'erreur. C'est un peu comme les sondages, tu vois, c'est de se dire, tu as 5-10% de marge d'erreur en disant, bon, si y en a un qui a fait 1% de conversion, l'autre qui a fait 1,05,
Est-ce qu'il y a vraiment un choix gagnant ou pas? C'est pas sûr, tu vois. Parce qu'en fait, moins tu as de volume, c'est un peu comme sur les ads. Si de temps en temps, quand tu as des petits volumes d'ads, tu as une grosse vente, le mec il a acheté 4 fois plus que d'habitude, tu as l'impression que ta campagne est vraiment meilleure, alors que c'est pas vraiment le cas, tu vois. Donc ça va être aussi ça va être aussi de se dire, cet A/B test, au-delà du taux de conversion, est-ce qu'il a aussi augmenté le panier moyen? Est-ce qu'il a augmenté, tu vois, c'est aussi ces petits points un peu annexes pour voir potentiellement, tiens, j'ai pas augmenté mon taux de conversion, mais j'ai augmenté mon panier moyen de 30%. Ah ça vaut le coup. Tu vois, il y a peut-être quelque chose, peut-être que le mec il a mieux compris les produits complémentaires, etc. Donc il n'y a pas une réponse parfaite et j'évite toujours de donner une réponse parfaite chiffrée pour pas que les gens se disent c'est pas fait pour moi. Parce qu'en fait c'est fait pour tout le monde. C'est comme une ads, tu vois. T'as une ads, t'as envie de tester 2 messages, tu peux le faire. Alors c'est sûr que si tu fais 100 visites par mois, 1000 visites par mois, c'est un peu complexe parce qu'en fait, quoi qu'il se passe, ton test il va durer longtemps. Par contre, un bon truc que je peux donner, c'est un test doit durer en moyenne, en minimum 2 semaines. 2 semaines pour qu'il y ait pas de conflit avec, je sais pas, par exemple, tu lances un samedi et tu le fais durer, je sais pas, 8 jours, donc tu vas avoir 2 week-ends. Tu sais que les comportements selon ton business, soit le week-end il peut être fort, soit il peut être très faible. Donc, si tu commences par exemple à avoir 2 week-ends, ça peut un peu changer ton truc si le test, un autre test, tu le fais du lundi au lundi, tu vois. Donc ça va avoir un impact. Donc toujours au minimum 2 semaines pour qu'il y ait à peu près les mêmes structures de semaines à l'intérieur. Ça c'est important. Et éviter de le faire durer beaucoup plus que 3 à 4 semaines. Surtout quand il y a une temporalité de business. Parce qu'évidemment, si tu vends des blousons et que tu le testes de décembre à mars, évidemment, ton test, il va pas être très, très bon. Parce qu'en mars, tu achètes quand même vachement moins de blousons qu'en décembre. Tu vois. Donc, il va falloir faire aussi attention à ça. Donc, c'est vraiment de se dire, ma temporalité de business, donc ça, c'est à vous de le savoir selon votre temporalité, est-ce qu'il y a des moments forts, est-ce qu'il y a des moments faibles, et derrière de se dire, voilà, je le fais 2 semaines et je vois s'il y a une vraie différence. Encore une fois, quand il n'y a pas, c'est aussi une question d'économie de temps et d'énergie. Quand tu as une trop faible différence, ça vaut pas le coup souvent de lancer du dev, de la mise à jour de site, etc. pour 0,05, alors que si tu as 15, 20, 30% d'écart, là tu te dis, attends, lisser sur l'année, ça peut représenter beaucoup de business, donc là j'y vais. Donc, désolé pour cette réponse de Normand, mais pas de trafic minimum, c'est avant tout une mentalité, c'est avant tout une envie aussi de se dire, voilà, j'ai des messages, comment je les teste, et par rapport à ton métier de toi, c'est aussi de se dire, voilà, quand je fais arriver des gens aussi sur ma page, essayons de faire arriver des gens qui ont une logique avec ce que je vais leur présenter. Si je leur vends des jus de fruits et que je leur mets sur ma Google Ads ou ma Facebook Ads parfait pour un complément de repas ou je sais pas quoi et qu'ils arrivent sur un truc de régime, ils vont peut-être se dire c'est pas ce que je cherchais, tu vois. Donc ils vont se barrer et en fait tu n'auras pas un bon résultat. Par contre, si tu dis le complément parfait pour des régimes et que le mec il clique dessus, super CTR d'ads, qu'il arrive sur ton truc et qui commande, là tu as des vrais résultats. Ou alors désolé pour ceux qui nous regardent sur YouTube. En gros, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu partages, c'est que tu as vraiment en fait une vision où le CRO, c'est pas du one shot. En fait, il faut vraiment dans cette logique où en fait on doit continuer de tester continuellement parce que chaque modification qu'on trouve, chaque optimisation qu'on trouve, en fait, c'est moi, j'aime beaucoup prendre la comparaison des intérêts composés que tu peux avoir en finance et qui est de dire que si tu trouves plus 1% ici, que tu maintiens ce plus 1% sur une certaine durée et qu'entre-temps, tu réussis à trouver un plus 1% ailleurs, en fait, tu fais plus 1% de plus 1% de plus 1%. Et en fait, après un certain temps d'optimisation, tu vas te retrouver avec quelque chose qui a fait plus 5 en fait. Et tu t'en es même pas rendu compte parce que ça t'a coûté des petites marges de plus 1% à chaque fois. Mais en fait, ça fait une grosse différence à la fin. Et je vous invite, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le système des intérêts composés, à regarder ce système-là. C'est hyper intéressant. Ça comprend, en fait, ça explique vraiment pourquoi genre, chaque petit pas de tous les jours
a un impact en fait monstrueux dans X années ou dans X mois. Donc c'est extrêmement intéressant. Écoute, le podcast, ça fait déjà 55 minutes qu'on enregistre, donc ça va très vite. J'aimerais qu'on puisse finir sur les 3 questions que j'ai habituellement pour mes invités. Et la première question que je vais te poser, je pense qu'elle va durer encore 5-6 minutes de plus, parce que mais je trouve que c'est assez intéressant. J'aimerais en fait que tu puisses peut-être nous présenter, alors je te prends un peu de cours, mais nous présenter peut-être tu vois, un apprentissage que tu as eu dernièrement d'un test que tu as mené sur le site d'un client et qui t'a particulièrement impressionné, où tu t'es dit tiens, j'aurais vraiment pas parié sur ça au départ, et je sais pas, on a modifié par exemple tel élément et ça a eu un impact important, et voilà. Je sais pas si tu as quelque chose en tête comme ça qui devient tu vois, vraiment un changement. Il y a une marque que j'ai accompagnée qui s'appelle The Trust Society, qui est une marketplace de produits pour la maison et pour le corps, tu vois, bien sourcé, tout est sans plastique, etc. Avec eux, on a retravaillé les messages, juste les messages, aucune structure de site. On a multiplié le taux de conversion par 2, tu vois. Juste parce qu'à un moment, on comprenait rien à ce qu'ils faisaient. Et que moi, je leur ai dit, ok les gars, vous êtes biberonnés au why de Simon Sinek. Moi aussi. Mais, à un moment, arrêtons avec les trucs ultra inspirationnels, arrêtons avec tout ça, parce que le client, il vient pas chercher ça, le client, il vient s'acheter un shampoing pour les cheveux, quoi. Il vient pas s'acheter sauver les océans, etc. Parce qu'en fait, il croit qu'il est sur un site d'ONG, tu vois. Et donc, et c'est pour ça, et je te réponds ça, parce que justement, la proposition de valeur aussi peut avoir énormément de sens et peut tout changer. Et donc, de temps en temps, il n'y a pas besoin de refondre son site, d'engager des devs, etc. Il y a juste besoin de faire preuve de bon sens, de mettre en place les bonnes choses, de se poser la question de ce que vient chercher le client, et ça peut avoir des conséquences vraiment très très bonnes. Et je crois qu'ils sont très contents. Ouais, en fait, j'imagine. En fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans aussi, c'est que, enfin, je pense particulièrement pour ce genre de marques qui sont biberonnées par les médias, qui pensent que tout le monde est biberonné par les mêmes médias en mode c'est beau de consommer, green, tout ce que tu veux. Et oui, tu vois, genre la question elle se pose pas. En fait, c'est un faux débat. Mais tu sais, l'autre jour, je sais plus, je voyais un article dans un média traditionnel, tu vois, je sais plus, ça devait être peut-être Le Point ou Capital ou un truc comme ça. Et l'article disait un truc comme 60% des Français s'engagent à acheter bio et français en 2023, tu vois. Alors, en lisant l'article, je me dis, alors oui, c'est cool, mais qui dit Sébastien, tu veux acheter français ou tu veux pas acheter français? Qui va répondre? Moi, j'achète surtout pas français. Tu vois, personne va répondre ça. Mais en fait, la réalité, c'est que derrière, les gens, ils achètent pas forcément français. Et en fait, tu vois pourquoi je t'ai dit que j'ai détesté les enquêtes clients. C'est ça. Et en fait, t'as un Shein qui prend une force monstrueuse en France, et tu te dis qu'en plus c'est Shein, c'est qui achète? C'est les 15-18 ans, théoriquement ceux qui ont été biberonnés à l'écologie depuis tout petit, qui sont les premières à te dire que moi je veux être président de la République pour pouvoir changer l'écologie et sauver la planète. Et c'est les mêmes qui achètent chez Shein, tu vois. Et en fait, tu as une vraie différence entre le discours que tu vas tenir de façon officielle et les actes que tu vas avoir et le militantisme de ton argent, en fait, de ce que tu vas acheter. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y avait une étude intéressante que j'avais mise dans mon premier bouquin qui disait qu'en gros, entre le déclaratif et la consommation sur le bio, il s'est passé à peu près 8 ans pour que le déclaratif soit au niveau de la consommation. Sauf que, tu vois, 8 ans plus tôt, les gens disaient, j'ai plus le chiffre en tête, mais justement, style 60% veulent consommer bio. Et en fait, ce chiffre n'est arrivé que 8 ans plus tard. Tu vois la différence? Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aux déclaratifs des gens, parce qu'en fait, ils se projettent aussi dans la personne qu'ils rêveraient d'être. Oui, ils rêveraient d'acheter bio tous les jours. Oui, ils auraient envie d'acheter 100% français. Mais en fait, ce n'est pas une réalité. Déjà parce qu'ils ne vont peut-être pas toujours le trouver. Et puis parce qu'il y a des réalités économiques. Et qu'à un moment, peut-être qu'ils préfèrent s'acheter le dernier iPhone que manger des tomates bio. Ce qui est chacun investit son argent où il veut. Écoute, super intéressant. Merci pour ce podcast. J'espère que les auditeurs ont apprécié. Pour finir, 2 questions très rapides. La première, c'est est-ce que tu aurais un média à recommander ou des lectures à recommander à nos auditeurs qui sont principalement des responsables e-commerce, des fondateurs de boîtes e-commerce, des directeurs marketing digitaux dans des e-commerce, pour qu'ils puissent élever leur jeu sur le CRO, mais peut-être sur le e-commerce en général. Est-ce que tu as des recos sur ça? Alors,
Je vais pas te répondre à un livre. Encore une réponse de Normand. Non, je vais pas te répondre à un livre de marketing, parce qu'en fait, moi, il y a quelques années, quand même, justement, je lisais que des livres de marketing. Et en fait, je tournais un peu en rond. J'en lisais vraiment beaucoup, parce que je voulais vraiment être calé. Et en fait, un jour, j'ai ouvert un livre de philosophie qui s'appelait Épicure en Corrèze de Marcel Conche. Et ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, tu te rends compte que y a plein de choses qu'on essaye de théoriser d'un point de vue business, qui en fait sont des éléments de vie. Et en fait, il y a énormément de réponses dans des livres qui sont pas des livres de marketing, qui sont souvent beaucoup plus intéressants. Et donc, le conseil que j'aurais, c'est d'arrêter de lire que des trucs de marketing et de faire autre chose. Parce qu'en fait, ça t'ouvre l'esprit et c'est vraiment une porte de sortie intellectuelle qui est incroyable. Est-ce que tu me donneras peut-être la liste de tous les autres livres de philo ou autres que tu as lus, j'essaierai de les mettre dans l'article du coup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Sébastien, si on veut avoir des infos, si on veut retrouver le contenu que tu crées? C'est où les meilleurs moyens de te évidemment contacter? sur LinkedIn, Sébastien Tortue. Sur YouTube, je lance ma chaîne, c'est tout récent, donc j'ai 200 abonnés. Je crois que c'est pareil. Mais bon, là j'y vais. Là j'ai mis 2-3 vidéos, mais là je vais essayer sur 2023 d'y mettre un peu plus d'efforts. Ou justement, je vais essayer aussi un petit peu comme tu me disais avant de commencer le podcast, mais de créer vraiment du contenu avec de la valeur et sans trop me poser la question de la vue. Donc là, je lance un nouveau format qui s'appelle Boost Ma Conv, où l'idée c'est justement de choper des marques et de vraiment de faire une analyse et derrière de faire une recommandation hyper précise. Donc là, c'est vraiment full value et en fait c'est un travail que je fais pour mes clients et je me suis dit je vais le filmer. Donc ça normalement ça sort d'ici quelques jours. Donc vu que je sais pas quand le podcast se sort, mais ça risquera d'être en ligne, je pense. Donc voilà, je pense sur YouTube, envoyez-moi un petit peu de force pour que j'ai envie de continuer. Et puis sur LinkedIn, vous pouvez venir me parler, me poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Trop cool. Merci beaucoup. Merci pour ton temps et pour tous ces conseils. Salut. J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à 3 personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Seos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut!